je demande aux nominés de la catégorie Organisation de la société civile de bien vouloir nous rejoindre sur la scène, les nominés. Et puis aussi M. Philippe Poinceau, ainsi que M. Rupert Joy, s'il vous plaît. Bon, mesdames, messieurs, et surtout surtout vous, l'Union européenne est très engagée au Maroc depuis des décennies dans la lutte contre le changement climatique et le développement durable. Mais souvent, nos appuis sont des appuis aux réformes gouvernementales, souvent des appuis budgétaires qui ne sont pas forcément très visibles. Et avant cette COP que nous avons voulu soutenir, M. Driss El Yazami, qui est le président du Conseil national des droits de l'homme ici, est venu me voir. Il m'a dit « Ce que vous faites ici est très bien, bravo, mais ce n'est pas suffisant. » Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la lutte contre le changement climatique, les gouvernements sont importants, les institutions sont importantes, mais s'il n'y a pas une implication de la société civile, si on n'est pas capable de vraiment intégrer l'approche acteurs non étatiques, on va manquer un élément de la solution à la lutte contre le changement climatique. Et il avait raison. Et finalement, je suis très heureux que l'Union européenne a pu trouver 1 million d'euros pour soutenir les acteurs non étatiques. Et donc, tout ça pour vous dire que l'engagement de la société civile est extrêmement important pour l'avenir de cette planète. J'aimerais vous féliciter tous et toutes pour votre engagement et pour votre présence ici. Moi, personnellement, je suis très encouragé par cette COP, malgré les défis, malgré, si je peux le dire, les mauvaises surprises de ces dernières semaines. J'ai ressenti quelque chose assez remarquable pendant cette COP, une vraie détermination de la part de la communauté internationale de continuer cette voyage ensemble pour essayer de sauver la planète. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vais dire également un tout petit mot à l'occasion de cette première remise de prix. Dans un premier temps, pour féliciter les organisateurs de cette initiative climat qui, je crois que ça a déjà été dit, mais c'est important de le redire, tombe à pic, puisque nous l'avons vu, la société civile a un rôle immense à jouer dans les questions d'adaptation en particulier, et également dans les questions d'atténuation des changements climatiques. Et donc c'est l'occasion aujourd'hui, je crois, de saluer à travers cette initiative les efforts de toute la société civile pour son engagement bénévole, citoyen, en faveur de la réduction des effets des changements climatiques et en faveur de la valorisation aussi, de la reconnaissance des actions communautaires. Et je vois aujourd'hui dans ce trophée climat une récompense qui, je crois, va au-delà simplement des lauréats, mais de toute la société civile qui travaille partout dans le monde sur ces questions. La COP22 était la COP de l'action, COP africaine. Donc il y a également aujourd'hui une cohérence parfaite avec cet événement, puisque, si j'ai bien compris, il s'agit essentiellement aujourd'hui de féliciter un certain nombre d'actions de la société civile africaine, et en particulier d'Afrique francophone.
Donc bravo également pour ce bon timing et pour cette mise en valeur de ces actions. Cela va donner, je crois, du courage à tous ceux et toutes celles et ceux qui espèrent beaucoup dans la COP22 et dans l'action en faveur du climat. Alors aujourd'hui, une des raisons pour laquelle je suis devant vous, c'est parce que nous avons, je crois, plusieurs des finalistes et je crois quelques lauréats qui sont des bénéficiaires d'une initiative qui est financée par le Fonds de l'Environnement mondial, mise en œuvre par le PNUD et qui s'appelle le programme des petits financements du Fonds de l'Environnement mondial. C'est un programme global qui a des actions dans 130 pays et qui, aujourd'hui, montre que depuis des années, eh bien, la société civile travaille déjà en faveur de l'adaptation et de l'atténuation. Alors j'ai eu la chance, moi, de visiter certaines de ces activités au Mali, par exemple dans une région, dans un village dans le pays d'Ogon, un village qui a des crocodiles sacrés, où la mare aux crocodiles, le niveau de l'eau diminuait d'année en année à cause des changements climatiques. Eh bien, une petite subvention du Fonds de l'Environnement mondial a permis à la communauté de ce village de rehausser la mare et faire en sorte qu'on puisse à la fois préserver la biodiversité et puis les bénéfices que cette mare apportait à ce village dans le pays d'Ogon. J'ai eu également la chance de visiter des projets sur les pentes du Kilimandjaro, également financés à Mochi par le Fonds de l'Environnement mondial, qui permettaient à des communautés de préserver la petite forêt tropicale qui se trouve au pied du mont Kilimandjaro et faire en sorte que justement, malgré les changements climatiques, on puisse réintroduire les espèces nécessaires et continuer un écotourisme viable au niveau de cette montagne mythique. Et puis au Maroc, pas plus tard que l'année dernière, j'ai eu l'occasion de visiter à nouveau un autre projet financé par ce programme des petites subventions du Fonds de l'Environnement mondial qui a permis de replanter plus de 100 000 noyers dans le Haut-Atlas avec l'aide de la Fondation pour le Haut-Atlas. Et ce projet a permis pour la première fois d'exporter, je crois, 15 tonnes de noix vers les États-Unis. Donc tout ça pour montrer qu'il y a des solutions qui existent. Elles sont à l'œuvre aujourd'hui et c'est la société civile qui est là. Et donc je m'adresse aussi à ceux qui financent le Fonds pour l'Environnement mondial, qui parfois se posent la question de savoir est-ce que ça vaut le coup de continuer à financer ces programmes internationaux. Eh bien oui, je pense que des programmes comme ceux-là sont déjà une réponse, ce sont déjà des outils qui méritent d'être renforcés dans le cadre du financement international qui doit être mis à la disposition de la communauté internationale pour continuer à faire face au changement climatique. Voilà, je vous remercie. Je vais vous demander de remettre les trophées à nos nominés. Ce n'est un secret pour personne que les personnes qui ont participé d'ailleurs au jury le savent très bien. Départager les nominés et les lauréats a été extrêmement difficile, n'est-ce pas, Meriem ou Badia, qui ont beaucoup travaillé pour le jury. Et donc, on s'est dit, finalement, il faudrait un certain traitement un peu équitable. Et donc, nos partenaires se sont mobilisés pour faire venir l'ensemble des nominés ici à la COP22 et leur remettre un trophée. Alors, si vous voulez bien leur remettre un trophée. Et puis la Suisse, vous savez, c'est le pays du chocolat. Eh bien, la Suisse a le plaisir de vous offrir
une petite mallette avec, entre autres, du chocolat et vraisemblablement d'autres surprises. L'Afrique produit le cacao, le chocolat et la Suisse le transforme pour notre plus grand bonheur. Merci beaucoup, messieurs, dames, et encore félicitations pour votre action. Voilà, maintenant, si vous voulez bien, voilà, vous pourrez rester avec nous aussi, parce que tout à l'heure, vous allez nous remettre aussi les trophées pour les lauréats. Mais peut-être, vous pouvez aller dans la salle pour voir peut-être le film, ou rester là pour la suite de la cérémonie. Nous allons maintenant, évidemment, récompenser les lauréats, en commençant par Madagascar. Et donc, je vous propose tout de suite un reportage que nous avons tourné en juillet dernier auprès de l'Union Verte. La commune rurale d'Arivonimamo se trouve dans le district du même nom, qui fait partie de la région d'Itassi. La commune d'Arivonimamo 2 est constituée de 21 hameaux. Elle compte 14 450 habitants. Elle comprend 21 communautés de base, des groupements villageois en quelque sorte, auxquels on a confié la gestion de la forêt de Tapia. Les Malgaches disent Tapi. Le territoire de forêt concerné s'étend actuellement sur 2247 hectares. Les élus locaux ont établi une convention entre les communautés de base, le service des eaux et forêts et la commune. La population avait le souci de préserver la forêt et c'est elle qui a exprimé le souhait que la responsabilité de la gestion lui soit transférée. En 2004, 19 communautés de base se sont regroupées au sein de l'Union Verte afin de mettre en place les procédures de gestion de la forêt de Tapia. La forêt de Tapia est une forêt unique. Le tapia est un arbre endémique des hauts plateaux de Madagascar, le seul arbre qui héberge le ver à soie. C'est la fabrication du charbon de bois qui a causé sa destruction à partir de 1980. Les membres des communautés de base ainsi que les agents de la commune et du ministère des Eaux et Forêts font appliquer la DINA, un cadre réglementaire créé pour la forêt de Tapia. Les personnes qui ne la respectent pas risquent la prison. À la suite d'un contrôle effectué par la police et les gendarmes, 85 sacs de charbon de bois produits illégalement ont été saisis. Pour remettre en état la forêt de Tapia qui a été détruite, 4 pépinières ont été créées. Elles produisent chaque année 40 000 jeunes plants. Les communautés de base transplantent les jeunes plants de Tapia aux endroits où la forêt est moins dense. Les ménages s'adonnent à la collecte des cocons d'où l'on tire le fil de soie, ainsi qu'à la cueillette des fruits du tapia et des champignons. Ils tirent ainsi des revenus de la forêt de Tapia. La fabrication d'un tissu en soie comporte plusieurs étapes. La séparation des cocons des chenilles, qui elles se mangent, puis la cuisson des cocons et le filage de la soie. Et on enroule ensuite le fil sur des bobines avant de le tisser. Pour moi, le changement climatique se traduit par des variations de température plus importantes qu'autrefois. L'été, il fait plus chaud et pendant la saison hivernale, il fait très froid, ce qui endommage les cultures. De plus, la période de pluie arrive de plus en plus tard, les précipitations sont peu abondantes et les sources d'eau se tarissent rapidement. La forêt de Tapia joue un rôle important en matière d'atténuation des effets du changement climatique. Selon une étude qui a été faite, la forêt capture 22 400 tonnes de carbone par an.
La forêt de tapia permet d'empêcher l'assèchement des sources d'eau que la population utilise pour ses besoins quotidiens et pour l'irrigation des cultures. Un projet d'exploitation minière menace l'avenir de la forêt de tapia et risque d'annihiler tous les efforts déployés jusqu'ici pour sa préservation. Donc j'ai le plaisir de vous présenter Joseph Racon-Drabé, qui était d'ailleurs interviewé dans la vidéo, et son traducteur Fidi Soa. Alors, je vais prendre un micro, et puis je vais vous demander, messieurs, un petit message suite à ce reportage. 1, 2, 1, 2. Misaotra tompoko faly dia faly fo avo ny lanitra fa azo takatra fe raha mety andro tsirairay no antoko ny tontolo iainana voarindra olovain-jafy antoko ny ainao ajao fa anao. Il remercie beaucoup, il vous remercie beaucoup et il transmet le message. Il a dit aussi le ciel est trop haut et il n'arrive pas à atteindre. C'est ça qu'il exprime sa joie. Et il a dit l'action que tous les acteurs sans distinction, c'est l'assurance de l'environnement sain pour leurs générations futures. Et c'est à vous. Hein? L'assurance de votre vie est à vous. Merci. Très bien. Merci beaucoup. On sait que la traduction de malgache en français est très difficile, alors merci quand même pour cette aide précieuse, parce que nous, on n'est pas encore tout à fait, comme on dit en anglais, fluent, hein en malgache. Voilà, messieurs, si vous voulez bien remettre alors le trophée et le prix de 2000 € qui revient à l'Union verte de Madagascar. Vas-y. Non. Il y en a 3 autres. Vous allez rester aussi. Vous allez rester. Voilà, merci beaucoup. Donc nous allons maintenant évoquer la Guinée-Conakry. Et je vous propose... non, on va plutôt commencer par la RDC, la République démocratique du Congo. Alors, avec Benjamin Ninde Kamulete, qui est le responsable de l'ONG VIPAD. Alors, si Benjamin veut bien nous rejoindre. Alors, Benjamin, il habite très loin. Il lui a fallu 10 jours pour arriver à Marrakech. Alors, nous, on n'a pas fait le voyage, malheureusement. Et donc, il nous propose quand même quelques photos sur son activité. Benjamin, peux-tu nous dire en 2 mots en quoi consiste le projet que vous avez mené? Bonsoir, mesdames et messieurs. Moi, c'est Benjamin. Je suis secrétaire exécutif de l'organisation Vision Paysan pour le développement. Notre projet de fabrication de briques écologiques, c'est un projet qui nous a vraiment aidé à contribuer à la réduction de la déforestation dans notre village, dans notre province du Sud Kivu, car notre organisation travaille dans le territoire de Fizi et notre projet nous a aussi aidé à encadrer les ex-enfants soldats et les ex-enfants soldats démobilisés et à les donner un emploi pour leur survie. C'est ça.
Effectivement, ce projet nous a beaucoup impressionnés, parce que vous êtes parti d'une problématique environnementale, la préservation de la forêt, et vous arrivez sur des problématiques fortes, lutter contre l'insécurité et offrir un avenir aux jeunes. Oui, par rapport au contexte de la RDC, vous tous, vous savez que la RDC, c'est un pays qui est en conflit et qui était en conflit depuis longtemps. Et à travers cela, il y avait beaucoup d'enfants soldats qui étaient dans les groupes armés. Mais heureusement, les Nations Unies ont réussi à démobiliser ces enfants dans les groupes armés. Mais malheureusement, les Nations Unies n'ont pas fait la réinsertion socio-économique de ces enfants. Dans nos villages, les Nations Unies les ont donné seulement un vélo et $50. Malheureusement, le vélo ne peut pas les donner la nourriture à manger. Et à travers cela, notre organisation a réussi à sensibiliser ces enfants dans des petits groupes armés et aussi à les encadrer pour leur donner une activité lucrative. Merci beaucoup Benjamin, et je vous invite chacun à prendre connaissance de ce projet sur le site internet. Alors le troisième projet, le REA, est un projet qui est conduit en Guinée. Je vous propose un petit sujet vidéo sur l'action menée par Regizo, qui est le réseau guinéen des zones humides. Insulaire situé dans l'estuaire du Rio Pongo, en bordure de l'océan Atlantique, à 150 km au nord-ouest de Conakry, la capitale de la Guinée. La principale activité économique est la pêche, mais les populations s'adonnent aussi à la culture du riz et à l'exploitation commerciale du bois. De vastes zones de mangroves sont présentes le long du littoral. Cet écosystème très riche permet aux poissons de se reproduire et il procure du bois de feu pour les besoins de la population. Cependant, il subit une exploitation abusive. En 50 ans, le village de Pokong a perdu un tiers de sa superficie de mangroves, dû essentiellement à des menaces qui sont, entre autres, la production du sel, l'agriculture, l'exploitation des huîtres et le fumage de poissons. Au niveau local, les changements climatiques se manifestent de deux façons. Premièrement, il y a l'avancée du niveau de la mer. Cette avancée du niveau de la mer a obligé certains villageois à quitter leur village. Deuxièmement, il y a la modification du régime des marées. Le Rio Pongo est une zone très favorable à la production du sel. Les femmes exercent cette activité pendant la saison sèche. Elles utilisaient autrefois le bois de mangrove comme combustible. Pour produire 1 kg de sel, il fallait plus de 3 kg de bois. Ce bois est aussi utilisé comme combustible pour la cuisine et le fumage du poisson. Ainsi, chaque année, 4% de la superficie de mangrove est détruite. L'ONG Regizo, le réseau guinéen des zones humides, a promu la saliculture, c'est-à-dire la production de sel à l'aide de l'énergie solaire. Les femmes utilisent désormais des bâches sur lesquelles est déversée la saumure. Le sel est collecté après évaporation de l'eau. Une centaine de cristallisoires communautaires ont été réalisés sur 4 sites. Ils permettent une production annuelle de 50 tonnes de sel solaire. On évite ainsi le défrichement de 170 hectares de mangroves. De plus, la saline solaire demande moins de temps de travail que la méthode ancienne. Les femmes consacrent 3 fois moins de temps pour le même tonnage produit. La production de sel solaire procure des revenus complémentaires aux femmes et renforce aussi leur rôle au sein de la société. L'ONG Regizo a organisé les femmes en 3 groupements qui rassemblent plus d'une centaine de personnes. Cela facilite le travail communautaire, comme par exemple la plantation de mangroves. Sur ce terrain, 4 hectares ont été replantés. D'autres sites sont mis en défense pour favoriser la repousse naturelle assistée.
Des formations sur les techniques de saliculture ont été organisées et des séances de sensibilisation sur les questions liées au climat et à la préservation de l'environnement se tiennent régulièrement pour les membres des 3 groupements féminins. À l'avenir, les changements climatiques vont encore modifier profondément les habitats côtiers et accentuer l'érosion du littoral. Aussi, la préservation de la mangrove est-elle plus que jamais nécessaire pour limiter les conséquences de ces phénomènes. L'expérience conduite dans le village de Pukoun pourrait servir de modèle à d'autres communautés du littoral. Elle montre que le développement économique et social n'est pas incompatible avec la préservation de l'environnement et la lutte contre les effets négatifs des changements climatiques. C'est Noël, merci d'être parmi nous. Il n'a pas été facile d'aller chez vous. Hein. Pour arriver dans les îles là, de Pukoun, on a de la boue de mangrove jusqu'aux genoux. Mais par contre, on a fait effectivement un voyage extraordinaire. Quel message voulez-vous délivrer à cette assemblée? Je suis tout heureux d'être invité ici pour recevoir un trophée qui vient d'un effort conjugué entre différents acteurs. Je vais vous parler de l'ONG Regito d'abord et de tous les groupements des femmes de Saint-Esprit solaire de Boufa qui m'attendent encore pour recevoir ce trophée en Guinée-Conakry. Je suis très fier parce que ça, c'est un défi qu'on doit lever. Et il faut, nous, de la société civile, nous aussi, acteurs verts et autres de la collectivité, qu'on s'unisse pour donner un nouveau visage à notre environnement. Et ce message sera porté plus haut en Guinée. Quand je serai là-bas, nous allons faire beaucoup de formations, de plaidoyer au niveau de la population. Et merci. Merci beaucoup, Cécé. Messieurs. Alors, notre dernier lauréat nous vient du Tchad, Monsieur Abbas Mahamat Hamat, s'il veut bien s'avancer. Alors, Monsieur Abbas a un parcours assez particulier. Hein, il a beaucoup investi autrefois sur les hommes pour développer le milieu rural. Et puis, on va dire qu'il a changé un peu de stratégie. Merci bien à tout le monde. Moi, je m'appelle Madame Adabas, je suis coordonnateur de l'Association tchadienne de volontaires pour la protection de l'environnement. Nous avons travaillé avec les hommes qui nous ont fait échouer, parce que tous les investissements que le bailleur nous a donnés ont été utilisés à d'autres fins. Mais nous avons révisé notre plan de travail. On a dit 65% pour les femmes, 15% pour les jeunes, et les 10% pour les hommes et les enfants. On a commencé 2 ans après avec les femmes. Le résultat est à 80%. Tout de suite là, tout de suite. Donc nous avons encore d'autres obstacles. C'est l'accès à la terre par des femmes. Vous savez que notre communauté n'est pas pauvre, mais très misérable. Et les femmes n'ont pas accès à la terre. Il y a plusieurs tentatives de négociation avec les chefs de terre et les autorités traditionnelles. Il est hors question qu'on attribue des terres aux femmes. 4 ans après, nous avons réfléchi sur d'autres méthodes. On est revenu voir les chefs de terre. On a dit, vous avez des terres vacantes, des terres qui ne produisent pas, qui ont été abandonnées par les hommes. Remettez-nous ces terres.
on va le mettre en valeur et qui deviennent propriétaires définitifs des femmes. Et c'est comme ça qu'on a commencé avec 5 hectares et nous avons fait signer un engagement avec les chefs de terre. Et actuellement, le groupement où on travaille avec a 173 hectares. Pour conclure. Et ils ont arrivé à faire revenir certains de leurs jeunes, 51 personnes, 51 jeunes qui sont revenus, qui sont salariés dans le groupement. J'ai amené des vidéos, mais qui n'ont pas été traduites. Les femmes sont impeccables. Et le message que je voudrais vous adresser, investissez sur les femmes. C'est l'investissement le plus sûr. Ben, c'est un très bon slogan pour Franck Connet, qu'on reprendra tout à l'heure. Nous avons le plaisir d'accueillir M. Fikrat, qui est secrétaire général du ministère de l'Environnement, partenaire aussi extrêmement important des trophées Initiative Climat. Donc, M. Fikrat, si vous voulez remettre un prix à M. Abbas. Bien, merci beaucoup, messieurs. Et puis, on vous souhaite bonne continuation, évidemment, pour tous vos projets. Vous êtes sur la bonne voie et on essaiera de faire tous les efforts qui sont possibles pour vous appuyer, pour continuer votre action. Je voudrais inviter le bailleur, nos gouvernements, nos États, à investir sur les femmes. Parce que les femmes peuvent changer le monde. Ça, nous sommes convaincus. Investissez. C'est un investissement sûr. C'est très intéressant que ça vienne d'un homme. Monsieur Fikrat, un tout petit mot? Oui, c'est bien sûr. Mais j'ai pas. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu salam ala ashraf al-mursalin. Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, monsieur le représentant du PNUD, monsieur l'ambassadeur de la Suisse, mesdames et messieurs, les invités, les nominés, chers amis, un grand plaisir d'être avec vous ce soir. J'ai vraiment essayé de tout faire pour être parmi vous, parce que je sais que Madame Ozier et monsieur Théo ont fait une aventure extraordinaire. Je les ai reçus dans mon bureau il y a, je ne sais pas, peut-être 8 mois, 9 mois, je ne me rappelle plus. Ils étaient encore en train de porter leur projet. Et je voyais dans leurs yeux, dans leur manière de faire, leur volonté, leur détermination pour aller de l'avant. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont couronné leur trajectoire. Ils n'ont pas fini, bien évidemment, puisque je suppose que l'initiative climat va perdurer dans le temps. En tout cas, je voudrais les féliciter, féliciter leur ténacité et leur persévérance pour aller de l'avant. Je sais que Mme Rahoui est contente, puisque le monsieur a fait de bons messages pour l'UNIFAM. En tout cas, on est ravis qu'on ait ce type d'initiative au niveau de nos territoires, au niveau de nos pays africains. Vous avez tous vécu la COP22, j'espère que vous l'avez bien vécu, que vous avez eu de bons moments ici au Maroc, à Marrakech. On est fiers en tout cas de vous avoir accueillis. On est fiers aussi d'avoir contribué comme on peut à faire avancer le monde dans le bon sens. C'est vrai que, comme l'a dit monsieur l'ambassadeur de la Suisse, tout l'axe de l'action a pris une dimension extraordinaire, voire même inattendue. Et c'est ça qui nous donne espoir, et c'est ça qui permettra au développement durable d'être une voie irréversible. Malgré les événements, peut-être malgré quelques changements au niveau de tête de certains pays, nous pensons que le train est dans le bon sens et qu'il aura du mal à aller dans le sens inverse. En tout cas, je voudrais remercier l'équipe qui a travaillé sur l'organisation de cette initiative climat. On leur souhaite bon courage. Le logo est impeccable. Je ne sais pas qui aura fabriqué ce logo, mais je trouve qu'il est extraordinaire, qu'il reflète cette multiculturalisme, les couleurs de toute notre planète, de tous nos concitoyens au niveau du monde. En tout cas, on est ravis d'être à Marrakech, la première étape où ces prix sont délivrés. Je voudrais souhaiter bon courage aux nominés. Je voudrais aussi, à travers eux, parler à ceux qui n'ont pas peut-être pu être sélectionnés,
qu'il faut maintenir la cadence. C'est ce que j'ai dit ce matin à des lauréats que nous avons primés au niveau d'un autre projet qui s'appelle Cleantech. J'en vois quelques-uns ici. On leur a dit tout simplement que ce n'est pas parce que vous n'avez pas été primé que ce que vous faites n'est pas utile. Au contraire, vous devrez continuer. Il y aura toujours quelqu'un qui vous suivra. Et je pense, et vous êtes d'accord avec moi, là je m'adresse aux pays développés, ce n'est pas un problème de financement. Je crois que les financements, on les trouvera. Ce qui est important, c'est d'avoir des projets viables, des projets bien faits et des porteurs crédibles et qui y croient et qui veulent aller de l'avant. Voilà mon message. Merci beaucoup. Bonne soirée. À très bientôt. Merci beaucoup, Monsieur Fikrat, pour votre soutien indéfectible dans cette opération.